Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue aujourd'hui. Je vous remercie d'être parmi nous en cette occasion spéciale. Donc je me présente, mon nom est Aïda Belbachir et c'est mon dernier semestre à Akhawaïn. Je suis spécialisée en développement des ressources humaines, mais j'ai aussi su développer une passion pour la communication et le monde des médias, d'où ma présence aujourd'hui et mon initiative de présenter cet événement si important. Donc, amoureuse du cinéma, je me tiens ici devant vous, dans le cadre d'un des cours que mes camarades de classe et moi avons eu l'honneur et l'opportunité d'inaugurer ce semestre, parce que c'était une première, et ce cours est intitulé Moroccan Media and Society. Donc, le cours examine le rôle et la fonction des médias dans la société marocaine. En plus détaillé, dans le cours, on analyse les aspects économiques, juridiques et les environnements politiques des médias au Maroc. Donc, étant donné que cette semaine est la semaine du cinéma, nous avons aujourd'hui parmi nous M. Fouad Souiba, que je vous demande s'il vous plaît d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Et qui nous fait aujourd'hui l'honneur de sa présence pour en savoir un peu plus sur le cinéma marocain. Donc, qui est notre invité d'aujourd'hui? Monsieur Fouad Souiba est presque né dans le monde du cinéma marocain. C'était l'enfant du cinéma marocain pour ensuite en devenir le père. Donc, c'est un journaliste de formation qui a axé sa recherche sur le cinéma au Maroc depuis son début de formation jusqu'à l'obtention de son doctorat à la matière. Il a plusieurs talents. Il est animateur, producteur et réalisateur de plusieurs festivals de cinéma, dont le Festival international du film de Marrakech. Il est rédacteur en chef de plusieurs magazines, dont notamment Cinéma Sarah et Al-Mashhad. Mais ce n'est pas tout. Depuis 2013, il est connu pour ses talents de scénariste, réalisateur, producteur de renommée, l'un des plus sollicités au Maroc. Il a établi une série de 10 documentaires et portraits consacrés aux plus célèbres auteurs de cinéma au Maroc. Mais aussi, il a réalisé plusieurs courts-métrages, dont Dream Boy, Miadrial ou encore Bouabat Saaba. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi des talents d'écriture, puisqu'il a publié des livres en la matière. En effet, il a été co-auteur du livre Un siècle de cinéma au Maroc. Et le plus récent de ces livres est l'esthétique du film politique, que nous avons ici. Donc depuis 2013, M. Fouad Souiba est directeur des études à l'ISMAC, qui est... je suis désolée. Oui, exactement, je suis désolée. Alors, il a plusieurs qualités en tant que formateur des nouvelles et futures générations de spécialistes des métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Donc, à tous nos chers camarades de la com, c'est la référence du cinéma au Maroc. Alors, aujourd'hui, Monsieur Fouad va nous expliquer va nous donner plus d'informations sur le monde du cinéma au Maroc. C'est pour cela que cette deuxième intervention, dans cette première édition des séries de Moroccan Media and Society, la faculté des sciences sociales nous a fait l'honneur de l'amener aujourd'hui et de le rencontrer et pour qu'il puisse enfin nous donner les réponses à nos questions quant au cinéma marocain. Donc je vous demande encore une fois, avant de lui donner la parole, de l'applaudir et je le remercie pour sa présence aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bonjour Aïda. Merci pour cette belle, excellente présentation. Je ne sais pas si j'ai fait tout ça, mais bon, on va faire comme si... ça va, vous allez bien, j'espère que vous vous plaisez bien sûr à Al-Khawaïn, c'est une université bien sûr exemplaire qui fait envie à beaucoup de monde. Donc vous êtes très chanceux d'être ici, je vous souhaite plein de succès dans votre carrière. Comme Aïda l'a si bien dit, donc je suis journaliste de formation et de carrière, c'est vrai. Si je suis tombé dans le cinéma, c'est que parce que dans ce pays, il y a eu des prophètes.
on va appeler ça comme ça, il y a eu des gens qui nous ont balisé la voie, qui nous ont ouvert les yeux dès très très jeunes sur un secteur qui n'existait pratiquement pas au Maroc, qui est le cinéma. Là, je vais citer, rendre hommage à notre ami Nordine Seyl, qui est l'un des plus grands critiques du cinéma dans le monde, et qui est un philosophe, qui est un chercheur, et qui est marié à une fille que vous devez connaître, Nadia Larguet. Vous connaissez Nadia Larguet? Non. C'est une animatrice à la télévision, c'est une journaliste, donc c'est une fille qui bouge beaucoup. Elle a organisé un grand événement l'année dernière, à Babrouah. 100 ans de femmes qui font le Maroc, donc c'était une galerie de portraits de femmes. Là, je pense qu'il est en train de travailler sur quelque chose qui nous cache, qui serait peut-être les 100 hommes qui font le Maroc aujourd'hui, qui sont jeunes surtout, pas de mon âge, moi j'ai pris de l'âge, donc elle est vraiment dans une dynamique qui est celle qui fait le Maroc d'aujourd'hui, donc c'est une fille extraordinaire, et puis mariée à un homme qui nous a balisé la voie, qui nous a montré la voie, du cinéma. On était très jeunes, il était à la radio, c'était le porte-voix du cinéma à la chaîne Inter, ce qu'on appelait la chaîne Inter à l'époque. C'était la seule radio française au Maroc à l'époque, c'était la radio Rabat, chaîne Inter. Et à côté, il y avait bien sûr la chaîne nationale qui était aussi la radio Rabat, chaîne nationale, mais avec des stations régionales. Mais c'est après, plus tard, bien plus tard, qu'on va commencer à avoir la vague des radios. Indépendantes, des chaînes privées, etc. Il y a une nouvelle voie qui va arriver certainement bientôt. Donc ce monsieur, il était là à la radio en train de parler du cinéma. Ensuite, il va passer à la télévision faire une émission, et là, on découvre le cinéma, et voilà. Donc on y tombe, moi, très jeune, à 12, 13, 14 ans, j'étais un fan de cette émission radio. Je connaissais pas, je savais pas que le cinéma était aussi passionnant, mais à travers les propos de ce grand monsieur, on s'est mis dedans. On s'est mis dedans et on se retrouve un jour ou l'autre professionnel. Donc on va faire des films, on va faire plein de choses. Et on va faire surtout de la recherche parce que ça manque énormément au Maroc. Donc la recherche, ça dure depuis 30 ans, on va dire. Aujourd'hui, ça fait quelques jours que ce livre est sorti. Donc esthétique du film politique. Donc est-ce que le cinéma a pu produire une espèce de réflexion philosophique, esthétique sur pour justement pouvoir prétendre être à la hauteur des grands arts, comme la littérature, la peinture, le théâtre, etc. Donc, parce que jusqu'aux années 60, le cinéma a toujours été considéré comme un sous-art. Il n'a jamais été admis dans les grands arts comme ceux que je viens de nommer. Pourquoi ? Parce qu'on considérait que le cinéma était d'abord une industrie, d'abord un loisir, un divertissement, et que quand on n'a rien à faire à la maison, donc on sortait se divertir. Et le cinéma, ça a été un lieu de divertissement. Et c'est ce qu'on va découvrir tout au long de cet exposé. Donc le cinéma, ça a été justement un lieu où on va pouvoir quitter la maison, on va pouvoir sortir, on va aller où ? Au cinéma. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux gilets jaunes qui font grève, qui font un sit-in depuis une semaine en France. Il y a une dame qui, dans un micro live, sonore, il dit on est devenu tellement pauvre qu'on ne peut plus aller au restaurant ni au cinéma. C'est tellement important, le cinéma, dans la population, qu'elle soit nantie, huppée, moins nantie, pauvre même, laborieuse. Le cinéma est tellement important en Europe, dans l'Occident, comme la littérature. Un homme qui écrit des livres, il est considéré comme vraiment dans l'élite européenne, surtout quand on fait de la littérature romanesque. Le cinéma, pareil. À partir des années 60, grâce justement à comment on va dire, au parrainage de toute la culture que la sémiologie va apporter au structuralisme linguistique, donc il va pouvoir récupérer toute cette science sémiologique et pouvoir justement en profiter. Toute la sémiologie qui va marcher, qui va travailler, qui va œuvrer pour rehausser la nouvelle littérature dans les années 50-60, parce qu'on sait très bien qu'au-delà des années, de la Grande Guerre, tout a changé. Le cinéma est devenu contestataire, les gens dans la littérature s'engageaient contre la guerre, et on voulait absolument que les peuples récupèrent et retrouvent leur liberté à travers
à travers les différentes formes d'art dont le cinéma, et le cinéma aussi est devenu engagé. Parce que le cinéma, donc, il peut parler politique, il peut prendre aussi, il peut s'exprimer sur des faits sociaux. Tout ce qui est film de dénonciation sociale est un film considéré aujourd'hui politique. Donc il va parler de choses qui concernent la société, il va parler de choses de causes, il va porter des causes sociales. Donc il va pouvoir être considéré aussi, grâce à cette sémiologie qui a investi le monde du cinéma et la réflexion sur le cinéma, donc le cinéma est devenu un art à part entière. Grâce à de grands messieurs, de grands auteurs, de grands théoriciens comme Christian Metz, comme Deleuze, Jules Deleuze, comme plein d'autres, donc qui vont permettre justement au cinéma de bouger. Roland Barthes, etc. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'esthétique parce que là, on va vraiment tomber, on va tomber dans les sciences sociales, mais on va essayer de réfléchir ensemble. On va essayer de parcourir ensemble ce siècle du cinéma mondial très rapidement, et bien sûr marocain. Comment justement ce rapport s'est-il établi entre le public et le cinéma? Est-ce que le cinéma avait-il besoin d'une audience pour exister? Et est-ce que, en l'absence de cette audience, le cinéma ne peut pas exister? Mais au départ, comme tout le monde le sait, la caméra a été inventée, pas pour un souci artistique. Le jour où les Frères Lumière, en 1895, présentent le premier court-métrage à Lyon, dans leurs usines, le film s'appelait « Le train arrive en gare de la Ciotat ». Donc c'est juste un plan, une caméra qui est plantée dans une gare, devant un train qui arrive vers la caméra. Et comme les gens, pour la première fois de leur histoire, qu'ils voient des images en mouvement, avant c'était des images fixes. D'ailleurs, la photo n'était pas encore aussi vieille que cela. La photo venait d'être inventée depuis quelques dizaines d'années. Donc on a travaillé sur comment mettre en mouvement les images. Et quand les gens regardaient cette image qui arrivait, le train qui arrivait dans la gare, beaucoup de gens ont fui de la salle parce qu'ils pensaient que le train allait sortir de l'écran. Ça, c'est une anecdote qui est réelle, qui est véridique. Tous les historiens qui ont travaillé sur le cinéma à ses débuts parlent de cet épisode important. Mais la caméra n'a jamais été créée pour ça. La caméra a été créée par des scientifiques. Pourquoi? Pour étudier les mouvements des animaux, surtout le cheval et l'oiseau. Quand il y a un volatile dans le ciel qui vole, comment il vole? Donc on va essayer de trouver le mécanisme, de trouver un appareil, de créer un appareil pour pouvoir capter et mettre au ralenti, image par image, pour voir un peu comment vole un oiseau, comment un cheval bouge, comment il court, etc. Donc ça a été vraiment un souci scientifique. Mais tout de suite, à la création, donc à la présentation de ces quelques images, par les Frères Lumière, Louis et Auguste, donc à Lyon, plus tard à Paris au mois de décembre, donc vraiment en un laps de temps, ils vont présenter 2, 3, 4, 5, du court-métrage, des petits plans qui font que ces gens-là sont devenus les premiers à présenter ça. Donc la création de cette boîte noire avec des images et des choses qui bougent, qui reprend la vie, qui reproduit la vie, c'est la seule machine qui, à l'époque, arrivait à reproduire la vie. Aujourd'hui, on a plein de choses. Il y a des caméras vidéo, il y a des téléphones, il y a tout ce qu'on peut imaginer, ce qu'on ne peut pas imaginer. Donc, il y a des micro-caméras qu'on met dans ses boutons, qu'on met dans ses cheveux, on peut espionner, on peut faire plein de choses. Donc, c'est devenu tellement, la technologie a tellement envahi le secteur que c'est devenu autre chose. Alors, au départ, ça a été créé pour ça. Et est-ce que finalement, la caméra, quand on l'a créée, on pensait au public? Jamais. On pensait à la science. Comment on va évoluer, comment on va comprendre la nature, comment on va comprendre l'environnement. Et de fil en aiguille, tout de suite, les industriels se sont jetés sur la caméra. Tout de suite, les studios ont été créés en Europe essentiellement. Plus tard aux États-Unis. Hollywood ne va naître que vers 1905, un petit hameau donc, qui commençait. Mais 1915, on commençait déjà à produire des super productions. Birth of a Nation de David Wood Griffith. Entre autres, donc tout de suite on est vraiment parti vers la superproduction américaine. Donc le cinéma américain il a tout de suite pris la dimension mondiale de la superproduction à partir des grandes œuvres, surtout de David Wood Griffith, il en a fait tellement. Alors, cette relation public-audience commence dès la création du cinéma parce qu'il fallait montrer ce qu'on tournait. Donc on investit dans la science, donc, dans la technologie qui est la caméra. On investit dans les studios, on crée des studios. Donc quand on fait des films, beaucoup de gens vont partir vers le cinéma en Europe et surtout aux États-Unis. Donc il fallait montrer.
ces films-là. Alors pour les montrer, il fallait construire des salles. On fait un gros investissement parallèlement pour créer des salles. Dès 1901, 1902, 1903, on commençait à avoir des circuits de distribution énormes. Des milliers de salles naissent aux États-Unis. Alors on fait des films en Europe, on fait des films aux États-Unis, mais le gros problème qui va se poser, et le plus gros conflit, qui est problématique à l'époque, c'était que la radio naissait aussi dans les années 20. Enfin, Marconi a créé la radio, les premiers faisceaux hertziens ont commencé à diffuser pratiquement parallèlement avec la création du cinéma, avec 1894-1895. Mais la radio s'est institutionnalisée, elle est devenue une institution à part entière à partir des années 20. Donc il y avait des émissions, il y avait des dramatiques, il y avait des pièces de théâtre, il y avait de l'opéra, il y avait de la musique, il y avait des soirées à la radio. Et il se trouve que parallèlement, on a construit tellement de salles de cinéma et les gens n'y allaient plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la parole. Le cinéma était muet. On faisait des films qui coûtaient des millions de dollars en Europe et aux États-Unis. Le plus gros budget d'un film français, à l'époque, c'était le film tourné en 1917 par Abel Gance. Sur qui? Sur Bonaparte. C'est un film qui fait 12 heures. On est en train aujourd'hui justement de travailler sur la restauration de ce film. Et il y a des parties du film qui sont éparpillées à travers le monde. Ça fait 10 ans qu'il travaille sur la restauration du film. Il va sortir en 2022, dans sa version totale, qui est 12 heures. Mais c'est un film, quand on va sur Internet, quand on clique Abel Gance et on va sur Napoléon, mais c'est un travail énorme de réflexion, de création, etc. Pourquoi? Parce qu'en soit là, du temps de l'invention du cinéma, 95, il y a eu des gens qui venaient du théâtre, qui venaient de la musique, qui venaient du spectacle, et qui se sont jetés dans le cinéma, et le cinéma était devenu vraiment un carrefour d'artistes de tous bords. Je donne un nom, je ne sais pas si vous connaissez Georges Méliès. Georges Méliès, il a fait 400 films en 10 ans. Et c'est le plus grand créateur, inventeur des effets spéciaux, avec lesquels on travaille aujourd'hui sur la 3D, l'image de synthèse. Il a fait 400 films, dont, il faut aller le voir, notez-le, Le Voyage dans la Lune. C'est un film de 1905. On l'a colorié plus tard, donc il est en couleur maintenant. Il y a même de la musique, il y a même les cartons sont restés. Alors le cinéma était resté muet, il y a eu des gens qui sont venus, qui se sont greffés et qui ont inventé ensemble ce qui est considéré aujourd'hui comme le 7e art. Donc plein de talents. Dont celui-là, Georges Méliès, incontournable dans l'histoire du cinéma, comme les frères Lumière qui inventent la caméra. Lui aussi, il est important. C'est quelqu'un qui va mourir, qui va finir dans la misère, etc. Mais ce qu'il a fait pour le cinéma, personne ne l'a jamais fait. Il a fait 400 films en si peu de temps. Il avait un studio, il venait du théâtre, il était inventeur. Donc tout ça a permis de faire de gros films. Il construisait de gros décors, il tournait de très gros films de 20 minutes. Voyage dans la Lune, il fait, je pense, 25 minutes, 25, 26 minutes, je pense. Allez le voir, c'est très important. Vous allez voir des choses, vous n'allez pas croire ce que vous allez voir. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, c'est quand même 1905, après le cinéma il y a 10 ans, on pouvait à cette époque-là inventer des choses incroyables. Lui il a fait tout ça dans plein de films, dont celui-là en particulier. Alors le conflit il naît entre le cinéma et la radio, parce que la radio parle, le cinéma ne parle pas. Alors les gens qui ont mis beaucoup d'argent dans les studios, qui ont mis beaucoup d'argent dans les comédiens, parce qu'on commençait à avoir de très grands comédiens, des stars, les gens vont voir tel comédien, telle actrice, tel acteur, etc. Mais c'est des gens qui vont être à court. Pourquoi? Ils vont être vraiment dans l'embarras. La radio parle, eux, ils ne parlent pas. Donc les gens qui ont investi dans les studios, ils vont investir aussi dans la technologie. Il faut faire parler le cinéma. Alors comment on va faire parler le cinéma? On va faire travailler les studios qui travaillent sur le son. Donc on va faire appel à des ingénieurs, on va faire appel à des techniciens. Et effectivement, le premier film qu'on va voir sonore, 1927 déjà, ça s'appelle comment? The Jazz Singer, avec Al Jolson. Regardez ce film, c'est l'histoire d'un jeune juif qui aime se produire en public, chanter, mais son papa, juif très riche et tout ça, lui refuse cette chance-là, cette opportunité-là. Donc il va se colorier en noir et puis il va commencer à chanter dans des cabarets, etc., dans des spectacles. Ça s'appelle The Jazz Singer. Alors ce film, il va ouvrir justement la voie du son au cinéma. Et le cinéma, à partir de 1907, 1925, va commencer à parler. Petit à petit,
aux États-Unis, petit à petit en Europe, surtout en Europe, c'est en Allemagne, en Grande-Bretagne, et puis à la France. En France aussi, parce que la France était quand même une industrie cinématographique extraordinaire. Le romantisme poétique français, tout ça, on connaît. Donc, surtout après la guerre, le cinéma français était devenu mondialement connu, beaucoup plus fort. Toute l'industrie européenne était vraiment une industrie très bien installée par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Amérique. Mais l'Amérique travaillait. Pourquoi elle travaillait? Parce qu'on construisait des studios tout au long de cette histoire très courte. Et on construisait des salles de cinéma qui vont prendre vraiment toute la fédération des États-Unis. Tout le pays va être inondé de salles de cinéma parce que le spectacle de entertainment, il fait partie du way of life américain. Donc on ne peut pas vivre sans ça. Leur vie, elle est répartie, elle est distribuée entre des choses qui sont très claires, qui sont très simples. Donc il faut travailler, il faut bien sûr faire ses études, avoir un boulot simple, ou ça dépend de sa structure mentale, est-ce qu'on peut évoluer, est-ce qu'on peut pas évoluer, ça dépend de son statut social, est-ce qu'on est riche, est-ce qu'on n'est pas riche, mais on s'en fout de tout ça. Ce qui compte, c'est qu'il faut bouffer, il faut aller voir un film. C'est vraiment ancré dans la structure mentale de l'Américain. Le way of life, on va l'apprendre où? Dans les films. Donc on va ressembler à tous les comédiens qu'on voit, tous les acteurs, toutes les actrices, on veut ressembler, on veut s'habiller comme ces gens-là, on veut vivre comme ces gens-là. Et puis ces gens-là qui sont dans le cinéma, ils vont aussi apporter leur statut, leur way of life montré dans un film, ils vont le garder, ils vont le sauvegarder en société. Parce que sur les contrats qu'ils signent, ils vont vraiment partir avec le profil qu'ils donnent sur un film, et puis ils vont essayer de le montrer en société, parce qu'ils sont sous contrat, ils doivent le montrer, ils doivent défendre ce personnage, à l'intérieur du film et en dehors du film. Donc le way of life américain a été, pour beaucoup, grâce à la littérature, Margaret Mitchell, Gone with the Wind, etc., qui va être aussi adapté en 1939 comme étant l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma américain en termes d'adaptation littéraire fidèle et loyale. Parce que c'est l'un des rares romans, comme vous le savez, qui a été pratiquement, fidèlement porté à l'écran en respectant mais vraiment la structure narrative du récit tel que le rapporte le roman. Alors ce conflit, premier choc entre le cinéma qui ne parlait pas, qui était muet, et le passage du cinéma à l'acte parlant du film, et qui va faire vraiment, qui va faire rêver le monde grâce à ce cinéma qui va commencer à parler. Donc on va tous ouvrir ses oreilles, ouvrir ses yeux devant les films dans les salles de cinéma. Vous ne connaissez pas ça, vous, les salles de cinéma, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vécu si, vous connaissez certaines parmi vous. Les garçons, non? Vous n'avez pas été en salle? Le cinéma, c'est la salle. Le cinéma, c'est pas la télévision, c'est pas le portable, c'est le grand écran et c'est le rêve. Parce que, comme vous savez, il y a des gens comme Edgar Morin. Edgar Morin a écrit un livre en 1956 qui s'appelle, comme vous le connaissez très bien, le professeur Lara de Paeri, il travaillait sur Edgar Morin, le cinéma ou l'homme imaginaire. Le cinéma ou l'homme imaginaire. Comment ce monsieur, c'est un grand anthropologue français, il était à Marrakech l'année dernière, il a pris de l'âge, il est marié à une Marocaine, donc de Marrakech, c'est un grand philosophe français, il a comparé le spectacle cinématographique dans une salle de cinéma où tout est éteint. Vous savez comment ça, le mécanisme de la salle de cinéma? On rentre, les feux s'éteignent, extraction de feu, donc noir total, et puis la lumière se projette et on a le rêve qui commence. L'image, donc le rêve, Hollywood, les studios, on les appelle les studios de rêve, comme en Europe, les studios de rêve. Donc on fait rêver les gens à travers un film. Donc le rêve se projette sur écran et on rêve avec les personnages. Et on va croire à tout ce qu'on voit. C'est ce qu'on appelle la vraisemblance du cinéma. Le mécanisme du cinéma impose comme diktat sur le public, sur l'instance perceptrice. Donc on va adhérer au spectacle et on va essayer de rêver et de s'identifier, etc. Donc il y a plusieurs niveaux d'identification. L'enfant, il va s'identifier dans l'enfant, la jeune fille, pareil, le garçon, la vieille dame, le vieux monsieur. Donc chacun va s'identifier avec le personnage qui correspond à son âge, à son statut, et au rêve qu'on fait. Au rêve, vraiment, on veut être les ambitions, chacun a ses propres ambitions, il a tout à fait raison de les avoir. Donc,
ce monsieur, il a vu comment, quand on dort, quand on est chez soi, quand on dort, quand on éteint les lumières, donc l'extinction des feux, comme dans la salle, donc on éteint pour dormir, donc on va rêver, c'est l'inconscient qui va nous prendre en charge quand on dort, dans notre sommeil. Eh bien, c'est pareil dans une salle de cinéma, extinction des feux, le spectacle commence, l'inconscient va rejoindre l'imaginaire de l'auteur. Donc il a fait un livre sur ça, c'est un grand anthropologue, Edgar Morin, donc il a fait cette comparaison pour nous dire effectivement que ça contribue à notre structure, à notre formation et à notre raison d'être, un film comme un livre, etc. Donc ça fait partie de notre construction, parce que ça rentre en nous, c'est notre inconscient, et l'inconscient, c'est tellement important, il faut lire Freud, pour les gens qui n'ont pas lu Freud, pour un peu découvrir ce que c'est l'importance qui est celle de l'inconscient chez l'être humain. Alors, on va dire que le problème est réglé, donc il y a réconciliation entre la radio et le cinéma, il va parler, donc il va aussi avoir ces porte-paroles qui sont les comédiens. Donc tous les comédiens, les comédiennes avant qui ne parlaient pas, qui étaient muets, ils vont disparaître, parce qu'ils n'ont pas la voix. Ils vont la prestance, ils ont tout, mais ils n'ont pas la voix. Donc beaucoup de victimes déjà, donc ils vont partir, mais d'autres vont arriver. Et les écoles de cinéma qui commencent dès 1929, en France c'est une lumière, donc ils commencent, aux États-Unis pareil, en Angleterre, etc. Donc les écoles de cinéma commencent à former, les écoles d'art aussi continuent de former. Qu'ils forment depuis des siècles déjà pour le théâtre, etc. Mais là, ils vont former des comédiens qui savent parler, qui savent se mettre en public, devant la caméra, c'est une technique, etc. Donc on va faire apprendre tout ça aux gens, et ça va devenir une industrie institutionnalisée. Donc tous les ingrédients de l'industrie sont là. Et comme vous le savez aujourd'hui, le cinéma, c'est la deuxième, pour les États-Unis, c'est la deuxième source de revenus après la vente des arts. Donc le cinéma, il a son importance capitale. Alors, ces mêmes rapports conflictuels, on va aussi les trouver au Maroc, donc à bien des égards, par la désaffection, pas la disaffection, il m'a écrit ça en anglais, parce que il est un peu fou, mon ordinateur, une fois il m'écrit, il me corrige en anglais, une fois il me corrige en français. Là il me fait disaffection, c'est ça. À la désaffection du public s'ajoute la froideur ambiante entre cinéma et télévision. Donc je vous schématise rapidement ce que c'est le problème au Maroc. Aujourd'hui, avant d'aller plus loin, au Maroc, donc, nous on s'est greffé sur le cinéma. On va découvrir tout à l'heure qu'il va y avoir le film colonial à partir de 1919, etc. Donc avec la venue des Français, donc ils s'installent, etc. Mais nous, on a gardé un héritage culturel assez bizarre. Avec tout l'arsenal juridique que nous avons au Maroc, il y a toujours une espèce de, j'allais dire, de désamour entre la télévision et le cinéma. C'est vrai que beaucoup de films quand même ont bénéficié de l'apport de la télévision, donc en coproduction, en préachat, etc. Mais ça n'a pas toujours été fluide. Ça a toujours coincé quelque part. Malgré l'existence des textes, des cahiers de charges qui sont imposables aux chaînes de télévision, aux deux pôles. Donc on a un pôle public qui fait 2M et qui fait la SNRT, mais on a aussi des chaînes privées comme la Média TV, comme vous le savez, et d'autres qui vont arriver, Maroc Télé, etc. Donc, il y a un problème d'application des textes, il y a un problème de prise en charge de la production cinématographique. C'est vrai que, on va l'apprendre tout à l'heure, on va le développer plus. Le Maroc donne une subvention aux producteurs depuis 1980. Et ça c'est très rare dans notre région. La Tunisie s'est mise aussi à le faire. Parlons pas des pays du Golfe parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de cinéma, c'est interdit, etc. Mais il y en a d'autres où il y a du cinéma, comme aux Émirats. L'Arabie Saoudite vient de l'ouvrir, il y a un an ou deux, donc quelques salles aussi. Mais ça évolue chez le Sultanat d'Oman, au Bahreïn. Il y a des pays où il y a quand même des salles du cinéma. La production elle est rare, comme aux Émirats, on fait des films. Il y a des Saoudiens qui font des films aussi à l'extérieur, des femmes qui sont très brillantes, qui font du cinéma. Alors au Maroc, il y a eu ce désamour. Moi, je préfère appeler ça désamour, parce que quand on est dans le désamour, on peut toujours se réconcilier un jour et reprendre son amour. Donc ça a toujours été, entre la télévision et le cinéma, une drôle de relation. C'est un conflit entre une fille et un garçon. Donc il y a toujours des moments de froid, d'heure, et puis ça se relance. Mais je pense que on est en train d'aplatir les problèmes. Alors à cela, il faut compter aussi la difficulté d'éclore un cinéma national. Parce que éclore un cinéma national, il faut tout. C'est un circuit. Alors quand on dit tout à l'heure l'industrie, schématiquement c'est quoi l'industrie? Il y a un circuit de distribution. Donc il y a de l'argent public qui arrive, l'argent du public, pas du contribuable, pas public, l'argent du public. Donc il arrive, donc on fait des recettes, et c'est ces recettes qui vont produire les films qui vont arriver plus tard. Au Maroc, comme
on va aussi le dire et le redire, nous sommes arrivés à 249 salles en 80. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 30 salles de cinéma. Ça, c'est le plus gros problème du cinéma au Maroc. Un pays qui subventionne le cinéma, mais ces films n'ont pas où être projetés en permanence. Donc, il faut faire la queue devant une salle pour pouvoir montrer les films. Et ça, c'est un problème extraordinaire. Ce qui fait qu'il y a toujours un maillon qui manque quelque part pour constituer ce circuit, cette chaîne d'industrie qui est d'abord les salles de cinéma, ensuite le producteur qui va produire à partir des recettes qu'on fait sur les salles et qui va signer des contrats avec des comédiens, des acteurs et des techniciens, qui va produire le film et qui va remettre le film dans ce circuit, qui va encore reprendre faire des recettes et qui va encore réinjecter de l'argent dans la production, etc. Donc c'est ça le circuit classique qui existe aux États-Unis, en Asie, en Europe aussi. Et puis la télévision aussi. Et comme il a réglé son problème avec le cinéma, il est devenu à la fois producteur et diffuseur. C'est le principal producteur aujourd'hui du cinéma, c'est vraiment la télévision. Vous voyez sur les génériques, vous voyez toujours, il y a un groupe France 3, France Télévisions, Canal+, machin, HBO au Brésil, etc. Aux États-Unis, pareil. Donc il y a toujours des grosses machines qui sont les chaînes de télévision, parce qu'il y a beaucoup de publicité, parce qu'il y a beaucoup de sponsors, parce qu'il y a les chaînes câblées, on fait payer les gens, etc. Donc il y a de l'argent qui circule dans la télé, et l'État est devenu un producteur principal. Ça, au Maroc, on n'a pas. Il y a des cahiers de charges qui imposent la coproduction et l'achat, mais il y a encore des problèmes à régler au niveau juridique. Maintenant, le problème qui se pose, si demain l'État ne donne plus de subventions, comment on va produire les films? En l'absence justement de salles de cinéma. Alors, on va commencer par le début. Et on va dire que les premières, pour que vous sachiez un peu comment la caméra est arrivée au Maroc, les premières personnes qui ont fait des films, juste schématiquement, comme ça vous avez une idée. Alors, outre les premières images d'Antoine Gabriel Veil, c'est vraiment quelqu'un c'est un photographe, caméraman français, qui va s'attacher qui va s'attacher au service du sultan Moulay Abdelaziz. Moulay Abdelaziz, il se trouve qu'il adorait les choses qui étaient inventées, donc il voulait être à la page, donc il voulait savoir un peu ce qui se passe. Donc comme la caméra est inventée, comme il y a des films, il voulait aussi qu'on filme au Maroc. Donc il s'est attaché les services de Vert, qui est un grand photographe caméraman, qui va faire beaucoup de photos, qui va faire un film qui s'appelle Fantasia, qui va être diffusé en 1905. Fantasia, c'est vraiment la Fantasia. C'est comme le film que je vous ai raconté tout à l'heure des Frères Lumière. Donc il plante sa caméra et puis il y a les gens qui sont dans leur monture en train de faire leur spectacle de Fantasia, il va les filmer, etc. Il va présenter ça dans les salles de cinéma. Donc c'était vraiment les premières images faites au Maroc par des Marocains. Mais pas que, parce qu'on va découvrir aussi qu'en 1897, il y a le prince de Monaco, qui s'appelle aussi Albert, qui adorait faire des films. Il est venu tourner 2 courts-métrages au Maroc. Et ça, c'est vraiment une découverte que c'est moi qui fais cette découverte. Elle est dans le livre, elle est dans ce livre. Parce qu'avant, on pensait que les premières images au Maroc sont celles de ce qu'on appelle le chèvrier marocain, et qui a été catalogué dans le catalogue Lumière, au Centre Pompidou. On est parti, on a cherché, tous les chercheurs ont cherché, on n'a jamais trouvé ça. Ni le catalogue, ni ce chèvrier avec un numéro, etc. Ça n'a jamais existé, quelqu'un l'avait inventé. Et ça a été colporté par beaucoup d'historiens dans l'histoire du cinéma. On a toujours pensé que c'était ça. Mais quand on a été vérifié avec des chercheurs, on a trouvé que ça n'a jamais existé, et qu'effectivement, il y a d'autres dates encore plus vieilles, plus antérieures à 1907, où on a filmé au Maroc. Et effectivement, on a aussi recoupé l'information qui voulait que Félix Mesguich, qui était l'un des caméramans des Frères Lumière, était venu au Maroc, effectivement, et qu'il avait filmé les bombardements de Casablanca. Parce que, comme vous le savez, la France avait bombardé le Maroc en 1905, parce qu'il y avait des échauffourées entre Français, et qui, vraiment à la veille du protectorat, donc qui étaient peut-être harcelés par des Marocains, et même attaqués par des Marocains à Casablanca, des voyous certainement. Et puis les Français sont venus avec un armement, avec une force navale. Ils ont bombardé Casablanca. Et lui, c'est vraiment, paraît-il, le premier reporter de guerre au monde. Et c'était venu par hasard. C'était venu par hasard. La Première Guerre mondiale n'avait pas encore éclaté. Ça va être le pain béni de tous les photographes, de tous les caméramans dans le monde, la guerre. Parce qu'après,
va être vraiment spécialiste de la guerre, ça va s'appeler plus tard reporter de guerre. Donc c'est vraiment des gens qui étaient pratiquement devenus des militaires, des soldats, et qui vont prendre leur caméra, comment on prend son fusil d'épaule, et puis on partait sur le front et on commençait à fusiller avec sa caméra à filmer. Lui, il est par hasard, il arrive sur Casa, il y a les bombardements, il filme, et il va présenter ça dans les actualités françaises, dans les salles de cinéma qui ouvraient déjà en France, à Paris, dans ces années-là. Donc voilà, donc brièvement, vous avez une idée sur ce que c'est le début du cinéma au Maroc, n'est-ce pas? Alors Félix Misguich, dans ses mémoires, je vais vous citer un extrait de ce qu'il a écrit, parce qu'il y a un livre de Vers, Gabriel Vers, il y a un livre qui vient d'être réédité, et qu'il a écrit dans les années 50, qui est en vente dans les librairies marocaines actuellement sur ces années-là. Donc on a une grande référence qui est son livre à lui avec un témoignage. Là, par contre, Félix Misguich l'avait fait un témoignage à l'époque. Alors qu'est-ce qu'il dit dans le message, dans le témoignage? Quand nous arrivons, c'est-à-dire à Casablanca, quand nous arrivons, la ville fume sous le bombardement. Un détachement de marine nous conduit au consulat de France où nous sommes retranchés. Je tourne quelques passages de troupes dans les rues dévastées et jonchées de cadavres entourés de nuages, de mouches, d'où monte une odeur pestilentielle. Je filme ensuite des scènes de bivouac avec les tirailleurs algériens et la Légion étrangère. Pris quelques jours plus tard dans une embuscade, tandis que les balles sifflotent de tous les côtés, il met courageusement en boîte ce qui est probablement considéré comme le premier reportage de guerre. Quelques images une semaine plus tard de lui, Regnault, ministre français de Tanger. Et puis, le 23 septembre 1907, l'opérateur quitte le Maroc. Aussitôt après, à la fin du mois, les images des événements sont montrées dans les actualités présentées sur les écrans parisiens. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de live, la télévision n'existait pas encore dans les années 20, mais la caméra, elle faisait cette fonction-là. Donc, au-delà de la photo fixe, donc, qui était le meilleur moyen de ramener un peu l'immédiateté de l'actualité à travers une photo, la caméra aussi pouvait le faire. L'exemple vraiment vivant, c'est celui-là, bombardement de Casa, et puis un mois plus tard, on regarde ces images dans les salles en France. Alors les premières images, comme on a dit tout à l'heure, Gabriel Vers a travaillé avec Moulay Aziz, qui l'a pris à son service, donc elle a tourné plein de choses, n'est-ce pas, etc. Mais le premier vrai film de fiction tourné au Maroc, là on est vraiment dans le film colonial, donc le Maroc à partir de 1912 il est sous protectorat. Et comme vous le savez, Lyautey, le général Lyautey, a fait beaucoup de choses au Maroc. Il a construit des villes, prenez Casablanca, prenez Rabat par exemple, l'architecture aujourd'hui, déco, etc., c'est grâce à lui. Alors, parmi les choses que ce monsieur, très important dans l'histoire contemporaine du Maroc, le général Lyautey, il a mis beaucoup d'argent, il a vraiment créé une cagnotte, il a mis beaucoup d'argent en faveur des producteurs français réalisateurs qui venaient au Maroc. Et puis, beaucoup de gens vont venir. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Gabin, par exemple, il est venu tourner au Maroc. Bon, enfin, il a tourné plutôt plus en Algérie, peu au Maroc. Mais de grosses vedettes, de très grands réalisateurs français, on n'a pas le temps de parler de tout le monde, mais déjà, quand vous avez Mektoub, Jean Pinchamp et Daniel Quintin portent à l'écran un scénario d'Edmond Douté. Vraiment, c'est des artistes de premier plan en France. Donc ils tournent en France, ils tournent au Maroc, en Algérie, en Tunisie. C'est ce qu'on appelle le film colonial. Donc la France voulait absolument pacifier le Maroc. Il voulait aussi que le Maroc soit une espèce de Hollywood du monde arabe. Pourquoi? Parce qu'à partir des années 20, des années 30, le cinéma égyptien, dans l'essor qu'on lui connaît, est devenu une vraie puissance cinématographique, une vraie industrie cinématographique. Donc il pouvait partir dans tous les pays arabes et parler en termes de libération, en termes de porte des valeurs que portent tous les pays colonisés à l'époque. Donc la France voulait absolument réduire à néant cet apport du cinéma égyptien, un peu libanais qui commençait aussi dans les années 40. Donc il voulait créer un Hollywood qui parle aux Marocains, mais avec des Marocains dans des décors marocains, mais qui parlent avec des gens qui sont des comédiens qui sont plutôt français, plutôt allemands, plutôt espagnols, et qui étaient dans des histoires un peu bizarres. Je vais vous parler un peu on va parler un peu des thématiques qu'on filmait à l'époque, mais qui mettaient toujours le Marocain en dernier plan. Et on va citer tout à l'heure un réalisateur qui a fait aussi un livre magnifique. Et dans un témoignage, il comparait les Marocains d'époque aux silhouettes des Apaches qu'on tourne dans les films hollywoodiens. Donc il y a toujours le héros qui est au premier plan, et puis il y a les Indiens qui passent et qu'on tue à Tchèque-Larigot. Et nous on compatit pour l'Américain, le héros, mais on s'en fout des Apaches, on veut qu'ils disparaissent. Alors qu'ils sont les victimes, qu'ils sont
les colonisés et pas l'homme blanc qui est là en train de les tuer, le militaire en particulier. Alors les premières images tournées au Maroc, le premier spectacle cinématographique, alors, là on est dans l'audience aussi, là on revient au public. Alors le premier spectacle cinématographique est présenté en 1912 à Fès. On a tendu en plein air contre un rempart, un immense écran pour découvrir les visages et paysages venus de loin. Ça c'est une date à retenir. En dehors du palais, donc comme je vous ai dit, il y avait vers qui tournait des images, mais qu'on montrait à Moulay Abdelaziz, au Sultan Moulay Abdelaziz. Là, mais vraiment un spectacle public. Le premier de l'histoire du Maroc, c'est 1912 à Fès. Donc on va mettre un écran blanc sur un rempart, et on va projeter des images, et on commence à découvrir la vie au mouvement à travers le film. En 1915, la ville de Casablanca possède déjà 4 salles de spectacle pour y apprécier la production. On est pas mal, hein. Donc on construit pratiquement partout, et grâce, encore une fois, à cette France qui s'installe, parce que la France arrive, comme on a dit, avec toutes ces distractions. Tous les loisirs français doivent accompagner. Il faut que le théâtre accompagne le français, il faut que le cinéma, il faut que la musique, il faut que la gastronomie, il faut que l'habillement, il faut que le savoir-vivre français se déplace. Le cinéma fait partie de ce savoir. Donc on déplace, on construit des salles pour permettre aux gens, français en particulier, d'aller faire les films, mais en même temps, il va y avoir des Marocains qui vont aussi voir ces films et on va voir comment ça va évoluer. Alors, dans les années 20, donc à partir des années 20, déjà le Maroc reçoit les équipes de tournage du monde entier. Donc en dehors des Français, il y avait les Américains qui venaient, il y avait les Allemands, il y avait les Espagnols, plein de nationalités. Et le Maroc devient une destination de tournage. À partir des années 20. Une vraie destination de tournage jusqu'à présent. Je vous donne un nom comme Ridley Scott, Body of Lies, avec Leonardo DiCaprio, tourné à Marrakech. Ridley Scott a tourné 3-4 films au Maroc. Quand on dit Ridley Scott, comme son frère Tony Scott aussi, qui a fait des films comme Game, comment ça s'appelle, qu'ils ont tourné à Casablanca avec Robert Redford et Brad Pitt. J'ai oublié le titre, il y a Game, jeu d'espion, je pense, jeu d'espion, un truc comme ça. En tout cas, le Maroc devient une destination du cinéma mondial depuis les années 20. Aujourd'hui, bon an, mal an, on le place deuxième, troisième meilleure destination de tournage étrangère. C'est très important. Quand il dit destination de tournage, il dit investissement. Je sais que 2017-2018 sont des années très importantes parce qu'il y a eu beaucoup de productions. Toutes les sociétés marocaines donc, qui travaillent dans le cinéma et qui sont destinées à accompagner ces productions étrangères et bossent. Donc ils ne chantent pas. Donc il y a d'investissement. Et ça peut arriver des fois à 1 milliard de dirhams d'investissement par an. Ça peut plafonner à des sommes importantes en termes en devises, en dollars, en euros. Ce qui fait que l'économie, il y a un volume économique assez important donc, qui circule à travers le cinéma international qui est tourné au Maroc. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'un film a coûté 100 millions que les 100 millions viennent au Maroc. Ce n'est pas parce qu'il est tourné entièrement au Maroc. Non, il y a des cachets. Vous savez que les cachets des comédiens sont très chers. Il y a des comédiens qui coûtent 25-30 millions de dollars, 20 millions d'euros, 25 millions d'euros. Donc c'est des cachets qui plafonnent. Tom Cruise, il est producteur, mais quand il se fait payer sur son film, ça coûte 30 millions de dollars. Être producteur, ça ne veut pas dire que je vais mettre mon argent dans le film. Il y a des sociétés qui produisent, c'est des gens qui n'ont pas d'argent, mais ils vont travailler, ils vont monter ces cercles, comme on l'a dit tout à l'heure. On va aller voir les distributeurs, les exploitants de salles en Asie, aux États-Unis, on va prendre l'argent, on va mettre bien sûr les sociétés aussi de production, les majors américaines, etc. Donc dans le coup, donc on va prendre de l'argent à droite et à gauche, on va boucler, on va monter une production dans laquelle, même quand Tom Cruise est producteur, il a juste une petite part, parce qu'il y a sa société qui est là, et avec son argent, mais c'est généralement... Il se fait payer comme comédien, il se fait payer comme prestataire sur ces films-là. Donc, c'est très important que le Maroc devienne cette destination. Pourquoi? Parce qu'il y a les techniciens qui travaillent, les comédiens qui travaillent, donc on apprend tout le temps. Les techniciens maintenant sont devenus très performants. Avant, on venait avec tous les techniciens, aujourd'hui, on vient avec la moitié de son équipe. Vous voyez, donc, parce qu'il y a des staffs qui sont bien formés et qui ont pris l'habitude de travailler avec des gens, ils leur parlent leur langue, en italien, en anglais, en allemand, en français, toutes les langues. Et l'anglais, bien sûr, c'est la langue qui passe partout et qui est incontournable aussi. Là, on voit dans le monde, on parle, les comédiens parlent anglais, les techniciens parlent anglais, tous les stars, tous les visiteurs. À Cannes, j'ai fait Cannes plusieurs fois. Vous y allez, même dans le marché des programmes de télévision.
Tout le monde parle anglais, même les Français, parce que c'est le meilleur moyen d'attirer le plus d'investisseurs. Tu parles français, tu marches, tu parles une autre langue, tu n'existes pas. Ça, c'est un marché à prendre ou à laisser. L'anglais, c'est inéluctable. Dans les années 20, plusieurs années après avoir injecté de très gros investissements dans l'industrialisation en construisant des studios et des salles de spectacle à travers le monde, la radio, comme on a dit tout à l'heure, inventée par Marconi, simultanément avec le cinéma par les frères Lumière, donc crée ce problème, produit ce film qui va parler, le premier du genre qui est sonore, qui est parlant, on a dit, ça s'appelait, sans regarder l'écran, je veux savoir si vous retenez, The Jazz Singer. Donc on va passer cet épisode-là, on le connaît parfaitement. Alors on a dit que le protectorat a mis en place une industrie, parce qu'on veut absolument, supplanter l'Égypte du Maroc, et on veut produire dans l'esprit pacificateur du colon un cinéma différent. Voilà, donc il y a eu plein de films. Alors le genre de film qu'on tournait. Du retour au contenu du film colonial. Regardez de quoi on va parler dans ces films. Ce sera surtout des histoires de sultans trompés par sa femme au bénéfice d'un Européen, comme dans Le Sang d'Allah. Un grand réalisateur comme Louise Moore. Il a vécu au début du siècle. Une lutte entre Français, une autre thématique. Une lutte entre Français pour gagner le cœur d'une concitoyenne dans un univers truffé de caïds et de spies. Ce sera aussi des films à la gloire du général Youté. On a dit qu'il recrutait à tour de bras pour le service propagandiste. Bien sûr, les personnages légendaires reviendront très fréquemment. Par exemple, Antar, qui part à la conquête de ses bien-aimés Agla. Un colon français délivré par un caïd ami dans l'âme du bled de Jacques Sévérac. Ce Jacques Sévérac récidivera en 1930 dans le rôle du ravisseur dans La Rose de Marrakech. Bien qu'honnête dans sa vision du pays, loin d'insulter la musulmane, le film reprend l'ensemble des ingrédients du film colonial. Quels sont ces ingrédients? L'amour, le harem, les figurants et l'accoutrement traditionnel. Tout ce qu'on met, donc jilaba, machin, vraiment on filmait des Indiens au Maroc. C'est des silhouettes dont on ne voyait pas les visages, ils étaient très très loin, mais l'accoutrement, la silhouette elle est là. Donc c'est ça le film colonial malheureusement. Il va y avoir des exceptions, mais très très rares, on va les découvrir. Alors Henri Fescourt réalise l'Occident en 1928. Alors ce monsieur, dont je vous citais tout à l'heure la citation, je vous la relis. Comment lui, il voyait ces gens-là, ces Marocains, chez qui on tournait, dans leur décor, dans leur famille, dans leurs costumes, dans leurs couleurs, dans leurs parfums. Et les gens venaient tourner à tire-larigot. Vraiment, c'est devenu une industrie. On va tourner 100 films de long métrage de fiction entre 12 et 56. 100 films, vous savez ce que 100 films, ça c'est une vraie industrie qui peut réaliser cette prouesse. Alors lui, il écrit dans son journal, Monsieur Henri Fescourt, à la vue des westerns, je m'étais posé une question. Quel peut être l'état d'esprit de ces vrais Indiens qu'on loue pour paraître dans des films où ils font figure d'ennemis féroces et de vaincus, où, d'ailleurs, ils jouent le rôle à la perfection. Comprenez? Vous suivez alors. Or, l'Occident avait mobilisé des figurants en multitude, soldats authentiques de la Légion étrangère et marocains authentiques s'opposaient en de durs combats de par la nécessité du scénario. Les légionnaires chargés avec furie les chleux qui se repliaient, les chleux, les berbères, les indigènes, eux aussi jouaient leur partie à ravir. L'idée n'effleura jamais aucun des animateurs de ce spectacle guerrier que peut-être dans la foule des Marocains repoussés, il en existait quelques-uns obscurément choqués du rôle qu'on leur donnait à remplir chez eux et en tant qu'hommes de ce pays. Le livre s'appelle « La foi et les montagnes et le 7e art au passé ». Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui avait conscience que ça ne marchait pas, que cette figuration par milliers qui était en train de se faire la guerre, et contre laquelle on faisait la guerre, n'était pas du tout d'accord, mais il le faisait parce que ça s'appelle le cinéma et on est figurant. Donc il le faisait vraiment ardemment, bien comme il faut. Alors qu'on faisait ça contre eux. Alors ces genres-là, le film colonial a du mal à se rapprocher de l'homme du pays. Voilà, donc on peut tirer comme conclusion que le film colonial a du mal à se rapprocher de l'homme du pays. Donc le public au Maroc, il ne va pas exister. Parce qu'on ne voit pas l'homme. L'audience n'existera jamais parce qu'on ne voit pas l'homme du pays. On ne voit que des Français en train de tisser leur petite histoire, et les Marocains, ils sont quelque part, en silhouette, donc derrière.
Très loin. Donc le film colonial a du mal à se rapprocher de l'homme du pays, à montrer son visage en gros plan, à décrire ses sentiments, à intégrer sa psychologie, à extérioriser sa fragilité, ou à dépeindre son quotidien d'être humain. À voir cette flopée de films coloniaux, une centaine de longs métrages de fiction dans le Maghreb, la France, donne comme l'impression qu'il ne fait rien d'autre dans ces pays, dans ces autres pays, que de s'opposer et de massacrer de la résistance, loin de sa campagne propagandiste, vantant les mérites de sa mission civilisatrice. C'est aussi paradoxal que ça puisse paraître. Cette France qui veut pacifier le pays. Et quand on voit ces films, quand on compare sa mission, soi-disant avec les films, on n'a pas l'impression qu'elle est là pour pacifier, elle est là juste pour tuer du gibier, pour tuer du monde, pour tuer de l'indigène. Très peu de films prendront la tangente en allant à la rencontre de cette âme musulmane perdue entre deux batailles sanglantes. Les films, très rares, je vous ai dit, alors il y a La Bandera, Julien Duvivier, 1935, et dans ce film, il y avait une réplique. Imaginez la force de la censure à l'époque. Il y avait une réplique dans le film dans laquelle un acteur disait « Les Rifains défendent leur terre » dans une discussion. « Les Rifains défendent leur terre ». On en vient à couper cette réplique du film, donc il n'existera jamais dans la version finale. Comme quoi, il fallait absolument se la boucler, faire sa figuration et se taire. Alors, un autre film très important dans cette période, c'était le film Itou de Jean-Benoît Lévy. C'est un film très important dans l'histoire du film colonial. Comme la 7e porte, on les voit souvent. On les voit souvent parce qu'ils sont quand même, ils ont porté un regard différent. Alors, un autre opus au parfum de grandeur, malgré une mentalité paternaliste, le français reste toujours à l'époque français parce que c'est le colon. L'Afrique et l'Orient, regardez ce qu'il nous dit Pierre Leprand dans un livre qui s'appelle L'exotisme et le cinéma, à partir de ce film. L'Afrique et l'Orient ne sont pas seulement des pays de fantasia endiablés, de princesses conventionnelles et d'autres outils de bazar, qu'il y a également là-bas des joies et des souffrances simples et vraies, accessibles à tous, et qui valent la peine d'être étudiées. Mais dans ce cinéma, malheureusement, on a rarement vu ça. C'est vrai qu'Ito, il a essayé de parler un langage berbère avec quelques répliques et a montré quand même un personnage de femme berbère. Et c'est très rare, c'est très rare. Le Maroc est aussi vu de l'angle de quoi? De l'exutoire. Un lieu vers lequel on tourne son regard quand tout va mal en France. Par exemple, les légionnaires. On a encore combien de temps? 5 minutes. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On n'est pas parti loin là. Alors on va donc brièvement, ça a été cette relation du Marocain avec les films pendant cette période coloniale. Malheureusement, c'était une relation très difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne faisait pas encore des films. Et on va continuer à ne pas en faire jusqu'en 1900, on va dire 58, 59. Mais déjà en 1941, il y a eu un monsieur qui s'appelle Mohamed Rosfor, donc qui était illettré, qui marche en journaux, mais qui un jour il découvre, en distribuant son journal à Casa, il découvre dans une famille française qu'il y avait un projecteur, ils ont mis un écran, il a regardé, il a vu des films, des images en train de passer. Il a décidé de s'équiper, donc il va faire ses économies, il va acheter une caméra, il va faire des films. Et là, il a continué à faire des films. Et c'est pour nous au Maroc le même type de gens comme Georges Méliès, dont je vous parlais tout à l'heure, l'inventeur des effets spéciaux et tout ça. Alors ce Marocain Mohamed Rosfor, il a tout appris du cinéma. Quand il a fait des films, il a fait des longs métrages, etc. plus tard. Mais dès qu'il y a une production internationale au Maroc qui vient et qui a besoin de techniciens, de bricoleurs, donc inventeurs, il était là pour ça. Par exemple, j'arrive, moi je veux faire demain une scène avec 1000 chevaux blancs dans le désert, je n'ai pas où trouver ça. Qu'est-ce que je fais? Je sais que j'ai quelqu'un au Maroc qui s'appelle Mohamed Rosfor, je vais l'appeler et il va me... Et un jour il a fait ça. On lui a demandé de 1000 chevaux blancs à 6 h du matin demain à filmer. Il a pris 1000 chevaux, il ne les a pas en blanc. Et le lendemain, ils étaient prêts à filmer. Bon, donc il a fait beaucoup de films. Il a fait 2 longs métrages. Le premier s'appelle Le Fils Maudit 56, le deuxième s'appelle Les Trésors de l'Atlas 1970. 56, 70, il a fait 2 films, et avant il avait fait une flopée de films. C'est lui qui a marocanisé Tarzan, qui a marocanisé Robin des Bois, donc il a fait Issa ou de l'Atlas, il a fait plein de choses, donc en s'inspirant des films qu'il voyait au cinéma, parce qu'il était illettré au départ, il regardait Tarzan, il fallait tourner en famille dans le quartier, donc Tarzan, et en plus il était boxeur, donc il pouvait se permettre de présenter des spectacles de boxe et des films pour accompagner tout ça. Alors on va aller très très vite. On va dire que le premier long métrage marocain
qui va sortir en salle, qui va faire le festival, c'est Vaincre pour vivre et première date 1968, rapidement. Et puis 1970, c'est une date charnière dans l'histoire du cinéma parce qu'il y a une nouvelle écriture, un nouveau regard sur le Maroc, grâce au film Mouchma de Hamid Benani, entre autres. Donc c'est un groupe qui s'appelle Sigma qui a fait ce film. Et c'est un regard très différent et qui présente un Maroc très très différent de ce qu'on a vu dans le film colonial jusqu'à présent. Et c'est un autre film, donc comme on n'est pas connecté, je pense que ça ne va pas marcher. Et là non plus, parce que c'est toujours le même film, donc Mouchma. Alors rapidement, on va passer à un autre grand auteur qui s'appelle Souheine Bouarka, qui en 1971 aussi a fait, donc en rentrant de son Italie, où il a appris le cinéma, la sociologie, donc il a fait un film qui s'appelle très important, qui s'appelle Mille et une mains, donc un an plus tard. Ça s'appelle Mille et une mains. Après, il va faire La guerre du pétrole n'aura pas lieu, 74, donc en plein dans le conflit embargo pétrolier, guerre arabo-israélienne, donc il fait un film très important. Et je sais que vous connaissez Amok aussi, Amok il a tourné en 82. C'est l'adaptation du livre d'Alan Paton, Cry the Last Country. Donc il a fait l'adaptation en 82, il est tourné dans 3-4 pays africains, au Maroc aussi, Johannesburg, etc. Mais l'Afrique, ça a été la Guinée, le Sénégal. Il a fait cette adaptation en 82, il a eu le Grand Prix à Moscou, donc il est d'or. Et puis après, là, il y a un film qui sort cette année ou l'année prochaine, ça s'appelle celui-là. Ça s'appellera, comment ça s'appellera? L'amour impossible. C'est l'histoire d'un espion français qui est injecté, qu'on jette dans la structure politique marocaine de l'époque et qui va se prendre pour un caïd, pour un calife, et qui va devenir musulman. Pourquoi? Rien que pour espionner le Maroc et pour rapporter les histoires du sultan, du roi à l'époque, donc Hassan Ier, je pense, début 19e, 1810, 1820. C'est une histoire véridique. C'est un type, c'est un espion qui est venu, mais vraiment s'incruster dans les arcanes politiques marocaines pour rapporter un peu en Europe ce qui se passe au Maroc, parce qu'on voulait déjà conquérir le Maroc au début du siècle. Mais au bout de quelques années, on va découvrir son stratagème. Mais c'est un type fou, c'est une histoire incroyable. Regardez comment ils nous ont toujours regardé, observé depuis leur Occident respectable, etc. C'est un film qui va dénoncer ça. N'est-ce pas? Donc il va y avoir plein de films marocains. Donc. Et en 1900, comme je vous ai dit, en 1900 plus tard, en 1980, l'institution du fonds de soutien, ça s'appelait le fonds de soutien à la production, qui va devenir à partir de 1987 le fonds d'aide à la production, et à partir de 2006, il devient l'avance sur recette à la production. Et c'est grâce à ce fonds qu'on fait des longs-métrages, des courts-métrages, et même maintenant des documentaires sur la culture pakistani depuis 3-4 années, parce qu'il fallait aussi que les Marocains puissent faire des documentaires. On ne faisait pas ça souvent, alors que c'est très très important. C'est ça la culture, c'est ça les patrimoines. Ça passe souvent par les documentaires qui vont chercher dans le réel, qui vont capter le réel, qui vont archiver ce réel et qui vont constituer une espèce de trésor de patrimoine culturel pour nous, pour nos générations futures, etc. Comme c'est comme dans un livre, on va rencontrer, croiser la réalité, pas dans la fiction. Parce que la fiction, on a toutes les réponses, on n'a besoin que de comédiens et de décors pour porter cette voix. Un documentaire, on n'a pas de réponse à rien, on cherche les meilleures personnes qui vont porter la réalité, qui vont porter les voix. Dans un documentaire, on est toujours modeste, on est humble. Dans une fiction, on est toujours les plus riches, les plus beaux, les plus on sait tout. Parce qu'on a les répliques, on a les dialogues, on a les machins à tourner, on a l'argent, etc. Documentaire, on n'a rien. On n'a que nos questions qu'on porte et on va chercher les gens qui vont donner les réponses. C'est pour ça qu'on est souvent modeste dans un documentaire. Alors, bien sûr, après 95 festival, 4e, 5e édition, Tanger, il y a toute une nouvelle génération de cinéastes marocains vivant à l'étranger, Norvège, Angleterre, Italie, France, qui vont venir, qui vont participer avec leur premier court-métrage et qui vont devenir aujourd'hui des stars du cinéma. Nabil Ayyouch, Khmari, Brim Bakir, vous connaissez toute la liste, Ismaël Terrouri, Hassan Exouzi. Donc, moi je viens d'en croiser certains la semaine dernière, lors du festival de Rabat, donc ils sont venus, certains parmi eux. Et voilà, donc on arrive à la conclusion, donc on en a pour encore une minute, on va dire ça comme ça. Alors à la prochaine, encore une fois, ce qui nous met dans de salles de rap aujourd'hui, c'est qu'il y a ce flagrant déséquilibre entre la production
et la distribution au Maroc. Parce qu'on a dit à 249 salles, on est à moins de 30. C'est vrai qu'il y a des multiplex qui arrivent aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a 2-3 investisseurs qui ont compris que la salle du cinéma classique, grande salle avec 1000, 2000 personnes, ça ne marche plus. Ou soit on les découpe en 3-4 salles, soit on construit carrément un multiplex de 10 salles, 9 salles, etc. Comme ce qui vient d'être fait à Casa, à Marrakech, à Tanger, à Fès, et bientôt à Rabat, il y aura aussi 9 salles dans le nouveau complexe, donc Rabat, Eden Carré à la Rabat, donc bientôt aussi dans d'autres villes. À Rabat aussi, il y a eu 3 salles nouvelles récemment, donc sur le boulevard Mohamed V, grâce à un investissement du mari de la tenancière de l'hôtel Balima. Donc juste à côté, ils ont aussi lancé 3 nouvelles salles magnifiques. Donc maintenant, on commence à comprendre que le multiplex, les petites salles sont très importantes. On peut proposer un menu différent, donc 3, 4, 5, 6, 10 films différents, chacun a son goût. On va aller dans un multiplex, on choisit un film ou deux. Donc il y a aussi des services, il y a les rafraîchissements, il y a les loisirs, il y a plein de choses pour les enfants. Donc ça commence à changer. Mais le plus gros problème aujourd'hui, c'est que c'est vrai, on donne de l'argent, on fait des films, mais il y a très peu d'espace pour voir ces films. C'est ça ma conclusion, pour être vraiment dans le monde.